Vous m'entendez? Oui. Allô, allô? Oui. Commencez? Oui. D'accord. Donc là, on va commencer donc avec la révision. On va faire l'accès surtout sur l'insuffisance rénale aiguë et après, il va y avoir des QCM donc pour préparer l'examen. Donc, la dernière fois, donc, on a dit que la définition de l'insuffisance rénale aiguë est basée sur l'augmentation de la créatinine et ou le débit urinaire et en fonction du temps aussi. On a dit que l'insuffisance rénale aiguë, elle est définie par une augmentation de la créatinine de 26,5 micromoles, c'est l'équivalent de 3 mg par litre en 48 heures. Il y a le facteur temps, ou bien une augmentation de 1,5 fois la valeur de base sur une durée d'une semaine, ou bien une baisse de la diurèse à moins de 0,5 ml par kilo par heure sur une durée de 6 heures de temps. Donc là, si on voit bien, on a la créatinine comme critère, donc le taux de la créatinine, on a le temps, facteur temps, et aussi la diurèse. Donc l'un des deux critères, la diurèse ou bien la créatinine, permettent de poser le diagnostic de l'insuffisance rénale aiguë en fonction du temps. Et on a dit que l'insuffisance rénale aiguë, elle est classée selon la sévérité en 3 stades. Donc le premier stade, c'est lorsqu'on a une augmentation de la créatinine qui dépasse les 26,6 micromoles, c'est l'équivalent de 3 mg par litre, ou bien une augmentation du taux de base qui dépasse 1,5 à 1,9 et ou une baisse de la diurèse à moins de 0,5 ml par kilo par heure sur une période qui ne dépasse pas les 12 heures de temps. Le deuxième stade, lorsqu'on a une augmentation de la créatinine entre 2 et 2,5, les chiffres de base, ou bien une baisse de la diurèse à moins de 0,5 ml par kilo par heure sur une durée qui dépasse les 12 heures. Pour le stade 3, lorsqu'on a une augmentation de la créatinine qui dépasse les 3 fois le taux de base de la créatinine, ou bien une augmentation qui dépasse les 350 micromoles par litre, ou bien lorsqu'il y a une indication à la dialyse dans le cadre de l'urgence, et ou la même chose, une baisse de la diurèse à moins de 0,3 ml par kilo par heure sur une durée qui dépasse les 24 heures, ou bien une durée qui dépasse les 12 heures de temps si on a une anurie. Voilà les 3 stades donc en fonction de la sévérité. Et quand on dit sévérité, cela veut dire le pronostic vital. Donc après, on a vu les facteurs de risque de l'insuffisance rénale aiguë. On a vu que lorsqu'on a un âge supérieur à 65 ans, lorsque le sexe il dépasse le sexe, surtout le sexe masculin, les comorbidités, telles que la néphropathie initiale, un patient qui a une néphropathie diabétique par exemple, l'insuffisance rénale chronique ancienne, avant le stade de dialyse, parce que c'est un rein qui est fragile et il est susceptible de développer un épisode aigu sur le fond chronique. Les états d'hypoperfusion rénale tels que le syndrome néphrotique sévère, la cirrhose, l'insuffisance cardiaque, la sténose de l'artère rénale, dans ces situations, on a un bas d'IB rénal déjà, et c'est des malades qui sont susceptibles de faire une insuffisance rénale aiguë. Les pathologies aiguës, un sepsis, les états de choc et les défaillances multi-organiques. Les médicaments aussi. Les médicaments tels que les diurétiques. Pourquoi les diurétiques? Parce qu'ils entraînent une hypovolémie. Et donc, c'est un rein qui devient ischémique. Il est susceptible, il est vulnérable à toute agression. Les anti-inflammatoires aussi, ils sont très toxiques pour le rein. Et les bloqueurs du système rénine-angiotensine, tels que les ARA2 et les EC, ils entraînent une dysrégulation intra-rénale et exposent les patients à une insuffisance rénale aiguë
fonctionnelle. Pardon, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser au fur et à mesure, hein. Comme ça, on gagne plus de temps. Les antibiotiques, certains antibiotiques, et enfin la chimiothérapie qui est d'utilisation large actuellement avec le dépistage précoce des cancers. Et puis l'utilisation du produit de contraste iodé. Voilà donc les facteurs de risque de l'insuffisance rénale aiguë. Donc lorsqu'on a un des facteurs, on peut dire que ce patient-là, c'est un patient à haut risque rénal. Et puis, on a vu le mécanisme de l'insuffisance rénale. On a dit qu'on aura une insuffisance rénale aiguë si on a une baisse du débit donc, sanguin rénal, s'il y a une diminution des résistances au niveau de l'artériole efférente et si on a une augmentation des résistances au niveau de l'artériole afférente. Et puis, si vous avez une pression, une augmentation de la pression au niveau de la chambre urinaire, c'est le cas des obstacles. Après ça, donc, on a classé l'insuffisance rénale aiguë en trois classes. On a donc l'insuffisance rénale aiguë post-rénale, l'insuffisance rénale aiguë pré-rénale, et vous avez l'insuffisance rénale aiguë rénale qui est la plus fréquente. Et l'insuffisance rénale aiguë, elle se divise donc en vasculaire, insuffisance rénale aiguë vasculaire, glomérulaire, interstitielle, tubulaire, qui est due surtout à des toxiques ou bien à une ischémie prolongée. Le diagnostic positif, on a dit qu'il est basé sur le dosage de la créatinine et la baisse de la diurèse. Donc, on a dit qu'il ne faut pas utiliser la clairance de la créatinine dans l'insuffisance rénale aiguë. La clairance, on l'utilise pour classer la maladie rénale chronique beaucoup plus, mais dans l'insuffisance rénale aiguë, on utilise la diurèse et la créatinine plasmatique. Puis, donc, une fois qu'on a confirmé l'insuffisance rénale, on passe au caractère aigu de l'insuffisance rénale et on a dit on le pose sur des données biologiques, radiologiques, anamnéstiques et évolutives. Donc, je vous ai donc parlé d'un petit cas clinique. On a dit qu'on avait un patient qui avait 66 ans, dont le poids est de 70 kilos, et il a été hospitalisé donc au pavillon des urgences pour altération de l'état général, avec un taux de créatinine plasmatique à 498. Donc, dans ces antécédents, on a donc une hypertension artérielle depuis donc, de longue date, une hypercholestérolémie. Le patient était tabagique. Il était en insuffisance rénale chronique, donc antérieure, probablement liée à son hypertension artérielle. Et il avait un taux de créatinine de base à 140 micromoles. Ça, c'est pour vous expliquer c'est quoi la créatinine de base. Donc, pour pouvoir faire le diagnostic de l'insuffisance rénale aiguë. On a dit que ce patient-là était sous IEC, sous diurétique, sous statine et sous aspégique. Donc, son histoire, c'était quoi? Ce patient-là avait une douleur brutale et intense au niveau de son mollet et son pied gauche. Donc, il avait donc une thrombose au niveau de l'artère poplitée diagnostiquée par un angioscanner où on a injecté le produit de contraste iodé. Dans les 5 jours suivants, donc l'injection de produits de contraste, le patient a présenté une insuffisance rénale avec un taux de créatinine plasmatique à 490 micromoles par litre. Donc, sa diurèse était de 300 millilitres par 24 heures. Donc, d'après vous, donc ce patient,
quels sont les facteurs de risque de maladie rénale ou bien d'insuffisance rénale aiguë chez ce patient-là? Vous pouvez me répondre? J'attends vos réponses. Alors, conversation. J'attends vos réponses. Oui, professeur, je peux répondre. Oui, Pour les facteurs de risque, l'âge qui est supérieur à 65 ans, très bien. les comorbidités, notamment l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et la prise des médicaments, surtout pour les diurétiques, et Oui. aussi le produit de contraste iodé pour l'exploration. Dans les antécédents, OK, il y a l'hypertension artérielle, peut-être qu'elle n'était pas bien équilibrée et c'est un facteur de risque de maladie rénale. Il avait l'hypercholestérolémie qui peut donner des sténoses de l'artère rénale à long terme. Et surtout, il avait une insuffisance rénale chronique, ce patient-là. Donc, il était connu pour une insuffisance rénale chronique avec un taux à 140 micromoles. En plus de ça, c'est un malade qui est sous IEC, donc un inhibiteur du système rénine-angiotensine. Il était sous diurétique, les diurétiques donnent une hypovolémie, et il était sous statine aussi, et les statines peuvent donner aussi une rhabdomyolyse avec insuffisance rénale aiguë. Maintenant, il y a l'histoire aussi de l'injection de produits de contraste, et après 5 jours, le patient a développé une insuffisance rénale. Donc la question, est-ce que ce patient-là a une insuffisance rénale chronique qui est l'évolution de son atteinte rénale antérieure, ou bien il a fait une insuffisance rénale aiguë? J'attends vos réponses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre? Donc là, je n'arrive pas à objectiver vos réponses. Vous pouvez écrire, hein? Donc, ce patient-là avait une insuffisance. Déjà, c'est un malade à risque rénal élevé. Il avait déjà une insuffisance rénale chronique. On lui a injecté le produit de contraste iodé. 5 jours après, il a développé une insuffisance rénale avec un taux de créatinine à 198, avec une diurèse, donc il était oligurique, le patient. Est-ce qu'on a le droit de parler d'insuffisance rénale aiguë chez ce patient-là? J'attends vos réponses. Allez, n'hésitez pas à répondre. Oui, Oui, je vous entends. Est-ce qu'on peut parler d'insuffisance rénale aiguë? C'est une insuffisance rénale aiguë sur fond chronique. Très bien. Allez, revenons à la définition. Pourquoi on a dit que c'est une insuffisance rénale aiguë sur un fond chronique? Parce On qu'il y reprend a la une définition. Il avait 140 micromoles. Maintenant, il est à 198. Selon les valeurs de base. D'accord, les valeurs de base. Donc là, il a augmenté sa créatinine de combien? 2 fois les chiffres de base. Vous faites 498 divisé par 140. Alors, divisé par 140. Donc, on est à peu près à 3,5 fois les chiffres de base. Ça, c'est le premier critère. Donc, on est à quel stade? On est à quel stade? 3. Très bien. On est au stade 3 de l'insuffisance rénale aiguë. Très bien. Bon, parce que il a dépassé les 3 sur une durée de moins une semaine. Là, on est à 5 jours.
Donc, on est dans la définition. Et après, on prend la diurèse. Le patient avait une diurèse de 300 millilitres par minute. Donc, on prend la diurèse et on la divise par, on a dit une oligurie qui dépasse les 24 heures, ou bien une diurèse à moins de 0,3 millilitres par kilo par heure. Donc, on divise 300 par le poids. Il était à 70, son poids. Donc, il était à 70. C'est 4,2. Alors, 4,2, ça sur les 24 heures. On divise par 24 heures, les 4,2. On est à 0,17 millilitres par minute. Donc, c'est un patient qui est au stade 3 de la maladie, de l'insuffisance rénale aiguë. Donc, il a fait une insuffisance rénale aiguë sur un fond chronique. Très bien. Donc là, ce cercle qui est très intéressant, il nous montre la relation entre l'insuffisance rénale aiguë, entre la maladie rénale chronique et l'insuffisance rénale chronique terminale. Donc, il y a des situations où on peut passer de l'insuffisance rénale aiguë directement au stade terminal de l'insuffisance rénale chronique. Il y a des situations où on passe de la maladie rénale chronique au stade terminal de l'insuffisance rénale chronique. Il y a des situations où l'insuffisance rénale aiguë, elle n'est pas réversible complètement et on peut garder une maladie rénale chronique. Il y a des situations dans lesquelles le malade, il passe de la maladie rénale chronique, il fait une insuffisance rénale aiguë. Et c'est notre cas. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? On peut avancer pour arriver au QCM? Oui, docteur. Oui, Surtout les QCM. Hein? Oui, d'accord. On avance. Donc, on a confirmé le caractère aigu de ce patient-là parce qu'on avait un bilan récent d'insuffisance rénale chronique, puis on avait l'aggravation de cette insuffisance rénale aiguë. Et puis, donc, il faut savoir que le diagnostic positif de l'IRA, il est posé sur une fonction rénale auparavant normale, de taille normale ou bien augmentée. On n'a pas des troubles, on n'a pas d'anémie ni des troubles phosphocalciques. Donc, comme on l'a dit au cours, il faut savoir en gros, dans l'insuffisance rénale aiguë, on n'a pas une atteinte de la fonction endocrine. On a beaucoup plus l'atteinte donc de la régulation du milieu intérieur et l'élimination des déchets azotés qui sont touchés dans l'insuffisance rénale aiguë. Alors, le diagnostic différentiel, c'est essentiellement éliminer une insuffisance rénale chronique et éliminer une rétention vésicale aiguë. Et après, on a parlé du diagnostic de gravité. Donc, les signes de gravité de l'insuffisance rénale aiguë, c'est l'OAP, c'est l'hypercalémie. Donc, il faut toujours faire une calémie sans garrot avec un ECG devant toute insuffisance rénale aiguë. La complication suivante, c'est l'acidose métabolique. Et puis, les complications liées à la rétention des déchets azotés. Ça, c'est l'hypercalémie. Donc, puis, on a parlé donc des étapes. La dernière étape, c'est le diagnostic étiologique. On a dit qu'il faut toujours éliminer une insuffisance rénale obstructive, puis l'insuffisance rénale prérénale, et enfin, on passe à la rénale. Pourquoi l'obstructive? Parce que le rein, il est innocent. Et pourquoi la prérénale? Parce que le rein, il est innocent. Donc, si on récapitule les étiologies maintenant, donc pour les causes, devant toute insuffisance rénale, vous avez la post-rénale. Et dans la post-rénale, on a toutes les obstructions du système collecteur, l'urtère, la vessie et l'urètre. Il faut savoir que chez les sujets âgés,
il faut toujours penser aux néoplasies, même chez les femmes aussi. Et chez les sujets jeunes, c'est beaucoup plus les lithiases. La prérénale, vous avez comme étiologie donc les hypovolémies absolues, les hypovolémies relatives, la prise de certains médicaments qui entraînent une dysrégulation intrarénale, tels que les IEC, les ARA2 et les ANS. La défaillance donc cardiaque et la tamponnade aussi peuvent donner une hypoperfusion rénale. La rénale, vous avez la vasculaire, l'interstitielle, la glomérulaire et la tubulaire. La tubulaire, vous avez donc ischémique ou bien toxique. Concernant les toxiques, vous avez des toxines qui sont exogènes, telles que les antibiotiques, le produit de contraste iodé. Vous avez des toxiques qui sont endogènes. Donc, c'est des produits donc, qui ont été donc, fabriqués par le corps lui-même. On a les pigments intratubulaires tels que l'hémoglobine, la myoglobine. Vous avez les protéines intratubulaires dans le myélome, c'est les chaînes légères. Vous avez les cristaux intratubulaires tels que les urates et l'oxalate de calcium. Donc, pour les complications, c'est l'OAP, l'hypercalémie, l'acidose, la rétention des déchets azotés, c'est les infections nosocomiales, les hémorragies digestives et les complications cardiovasculaires. On est arrivé donc au traitement dans la révision. Traitement d'abord symptomatique et préventif. Après, donc, on a parlé du traitement étiologique, quel que soit pour la fonctionnelle, l'obstructive ou l'organique. Et puis, on a parlé de l'épuration extrarénale. Vous avez l'hémodialyse et l'ADP, donc la dialyse péritoniale, qui se base sur deux principes. D'abord, vous avez la diffusion et vous avez l'ultrafiltration. Donc, les deux techniques nécessitent donc un matériel, surtout le cathéter. Et bien sûr, pour l'hémodialyse, vous avez le générateur de dialyse que vous voyez. Et puis, on a parlé donc des indications de la dialyse dans le cadre de l'urgence. Donc là, on a terminé avec la révision et on passe donc au QCM. Donc là, vous n'avez pas de questions? Vous n'avez pas de questions? J'espère que votre participation sera active donc, avec les QCM. Donc, on commence par le premier QCM. Et donc, vous pouvez donc répondre donc, par chat ou bien directement. Hein. Donc, la première question. Le caractère aigu de l'insuffisance rénale est affirmé devant une augmentation rapide de la créatininémie, une augmentation rapide de l'urée sanguine, des reins de taille normale, la présence d'une anémie avec hypocalcémie et hyperphosphorémie, un retour à la normale de la fonction rénale. J'attends vos réponses. ACE. AC, je crois. ACE. D'accord, donc, OK. Donc, vous avez ACE, oui. Donc, une augmentation rapide de la créatinine, on a vu ça dans la définition. On a dit donc 26,5 ou bien 3 mg en 48 heures, ou bien 1,5 à 1,9 les chiffres de base en une semaine. Donc, c'est une augmentation rapide de la créatinine. Détail des reins, donc des reins de taille normale, et surtout le diagnostic rétrospectif de retour à la normale de la fonction rénale. Donc, combien il nous reste de temps? Il nous reste 10 minutes. 10 minutes, c'est tout? Oh là là. Sinon, on reprogramme une deuxième. Hein. Juste après celle-là.
Oui. D'accord, donc on passe. Deuxième question. L'insuffisance rénale prérénale secondaire à une déshydratation d'origine digestive est caractérisée par une oligurie, une osmolarité urinaire qui dépasse les 500 millimol par kilo, un sodium urinaire inférieur à 20 millimol par litre, un rapport urée sur créatinine plasmatique élevé, une fraction d'excrétion du sodium supérieure à 2%, une baisse du débit plasmatique rénal avec lésion cellulaire. A, A, AB. AB. On passe à la réponse. Donc, vous avez une oligurie et une osmolarité urinaire. Donc là, c'est la perte, elle est d'origine donc digestive. Un rein donc normal, il essaye de concentrer ses urines et on aura une osmolarité urinaire qui dépasse les 500 milliosmoles par kilo. Le sodium urinaire, il est inférieur à 20. Pourquoi? Parce que vous avez donc une stimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone. Et l'aldostérone au niveau donc distal, qu'est-ce qu'elle va essayer de faire? Elle va donc réabsorber donc le sodium et elle élimine le potassium. Donc automatiquement, on a un taux bas de sodium. Donc c'est des urines qui sont pauvres en sodium. Le rapport donc urée sur créatinine plasmatique est élevé. Il dépasse les 100 parce que, comme vous le savez bien, l'urée, elle est filtrée et réabsorbée. Par contre, la créatinine, elle est filtrée mais non réabsorbée. D'accord? Et ce qui fait donc, lorsqu'il y a une stimulation du système rénine-angiotensine, il va y avoir une augmentation de la réabsorption d'eau. Et avec l'eau, il va y avoir une réabsorption de l'urée. Et c'est pourquoi dans le sang, on va trouver une augmentation relativement plus élevée donc, de l'urée par rapport à la créatinine. Et c'est un élément très important en faveur d'une insuffisance rénale aiguë pré-rénale. La fraction d'excrétion supérieure à 2%, donc c'est faux parce qu'on a dit que le contenu donc, urinaire en sodium est pauvre. Là, on passe. Donc, dans l'insuffisance rénale aiguë pré-rénale, pré-rénale plutôt, on trouve une diminution de la quantité des urines, mais c'est des urines qui sont pauvres en sodium, ils sont riches en potassium et en osmole. Et c'est pourquoi qu'on trouve une osmolarité urinaire qui dépasse les 500, avec un sodium urinaire inférieur à 20 millimoles par litre. Donc, quels sont les facteurs de risque de néphrotoxicité liés aux patients après injection de produits de contraste iodés? Lisez bien la question. Quels sont les facteurs de risque de néphrotoxicité liés aux patients après injection de produits de contraste iodés? J'attends vos réponses. la réponse c'est C, donc CD, B, C, D, BC. BC, B, BC, BC. D. BCD. Béa, BC, très bien. Très bien. BC. Donc là, c'est le B et le C. On a dit que donc, les facteurs de risque liés au patient, donc lui-même, le volume n'a pas de relation avec le patient, l'utilisation d'agents combinés n'a pas de relation avec les patients, et l'exposition répétée donc, au produit de contraste n'a pas de relation avec le patient. L'hypovolémie a la relation avec le patient et l'insuffisance rénale préexistante aussi a une relation. Donc bravo, c'était une très bonne question, une très bonne réponse. Donc la question suivante, il nous reste 4 minutes. Hein.
La complication la plus redoutable du traitement néphroprotecteur par bloqueur du système rénine-angiotensine au cours de la maladie rénale chronique est l'insuffisance rénale aiguë, l'hypovolémie, l'hypercalémie, la toux, l'insuffisance rénale aiguë organique. À vous de jouer. A. 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 Donc, l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. A. D'accord. A. Qui dit mieux? Il faut liser bien la question. La complication la plus redoutable du traitement c'est néphroprotecteur. l'hypercalémie. Très bien. Donc, la plus redoutable, c'est l'hypercalémie. Parce que l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, elle n'est pas mortelle. Par contre, l'hypercalémie, elle est mortelle. Donc, elle peut engendrer des troubles du rythme et le patient peut donc décéder par troubles du rythme graves, surtout ventriculaires. Donc, il faut bien lire les questions avant de répondre. Donc, avant d'utiliser donc les bloqueurs du système rénine-angiotensine, il faut toujours peser le pour et le contre. Pour le bénéfice, c'est un bon traitement donc antihypertenseur. On peut le donner dans la cardiopathie ischémique, dans l'insuffisance cardiaque. C'est un néphroprotecteur, donc on l'utilise pour ralentir la progression de la maladie rénale. Mais en contrepartie, si on ne prend pas nos précautions, il y a un risque donc d'insuffisance rénale aiguë, surtout s'il y a des sténoses de l'artère rénale. Il y a donc il peut donner une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle et il peut donner donc une hypercalémie. Donc, il faut, avant d'utiliser donc les bloqueurs du système rénine-angiotensine, il faut peser le pour et le contre. Il faut toujours demander un bilan rénal avec un ionogramme sanguin avant d'utiliser les bêta-bloqueurs, avant d'utiliser les bloqueurs du système rénine-angiotensine, pardon. Et lorsqu'on commence le traitement, une semaine, 10 jours après, on refait surtout la fonction rénale et l'ionogramme pour voir si le malade n'a pas dégradé sa fonction rénale et pour voir si le patient n'a pas développé une insuffisance, une hypercalémie. La dernière question, l'anémie de l'insuffisance rénale chronique présente les caractéristiques suivantes. Elle est liée à un déficit en érythropoïétine. Elle apparaît souvent au stade tardif de la maladie rénale chronique. Elle est parfaitement corrigée par l'acide folique. Elle est parfaitement corrigée par l'opération extrarénale. Elle peut apparaître dès que le débit de filtration glomérulaire devient inférieur à 60 ml par minute. À vous de jouer. A. A. A, B. A. A, C. Donc, A, C. Non, le C, c'est faux. Elle est parfaitement corrigée par l'acide folique. Non. Oui, non. Qui dit mieux? Allez, on passe à la réponse. Donc, il faut savoir, donc c'est la A, E. Donc, elle est liée à un déficit en érythropoïétine. Et on a dit qu'il faut savoir qu'elle est précoce. Donc, elle n'est pas tardive. Et c'est pourquoi, au cours de la maladie rénale chronique, on doit toujours, donc il nous reste moins d'une minute. Donc, je m'arrête là et je vais essayer de créer une autre session tout de suite. D'accord? Oui, docteur. L'écran est partagé. OK. On a dit que c'est important l'anémie pour vous en tant que généraliste, futur généraliste, Inch'Allah, des spécialistes. Regardez bien ici le débit de filtration. Donc, c'est trop précoce, l'apparition de l'anémie, et c'est un signe de maladie rénale chronique. C'est pourquoi que devant toute anémie, surtout si elle est normochrome, normocytaire, il faut toujours demander une fonction rénale. Parce qu'on a vu dans notre quotidien des patients qui ont été explorés pour des anémies. Ils ont fait de la fibroscopie et tout un bilan.
ils n'ont rien trouvé. Et donc, c'était lié beaucoup plus à l'insuffisance rénale. Donc, il suffit de demander une fonction rénale. Si la fonction rénale est altérée, on peut relier ça à l'anémie après avoir, bien sûr, éliminé d'autres causes. Donc, on a dit que c'est une complication qui est très fréquente, précoce. La physiopathologie, elle est un peu complexe parce qu'il y a le déficit en vitamines, il y a le déficit en érythropoïétine et il y a aussi le déficit en fer qui est lié beaucoup plus à un processus inflammatoire chez l'insuffisant rénal. Il y a la production d'une molécule qu'on appelle l'hepsidine qui peut inhiber l'utilisation du fer. Et donc, il y a aussi l'accumulation des toxines donc, urémiques qui peuvent entrer dans la formation, bien sûr, des globules rouges. Et c'est pourquoi qu'on a une anémie qui est pratiquement constante chez les patients en insuffisance rénale chronique, en dehors, bien sûr, de la polykystose, où on a une sécrétion donc, de l'érythropoïétine. Et bien sûr, il faut savoir que l'anémie, elle altère la qualité de vie de ces patients-là. C'est pourquoi qu'on doit la corriger avec de l'érythropoïétine. Et elle est associée à une augmentation de la morbimortalité de ces patients. Le QCM suivant, en cas d'hypercalémie au cours de l'insuffisance rénale aiguë, le traitement peut être le gluconate de calcium en EVL, délai d'action est de quelques minutes. La résine échangeuse d'ions dont le délai d'action est de quelques minutes. Les diurétiques de Lens favorisant le transfert du potassium en intracellulaire. L'épuration par dialyse dont le délai d'action est de moins de 5 minutes. La perfusion de soluté bicarbonatée. Donc, à vous de jouer. AD. A, AD. AD. calcium, épuration extra-rénale. D'accord. ADE. Donc là, très bien. ADE, le gluconate de calcium. Donc, on le donne systématiquement, pas pour baisser le potassium, mais pour protéger le cœur contre donc, les troubles du rythme liés à l'hypercalémie. Le délai d'action de la résine, il n'est pas de quelques minutes, donc il dépasse la demi-heure, voire 1 heure de temps. Et les diurétiques de Lens ne favorisent pas le transfert en intracellulaire, mais favorisent l'élimination par voie rénale. On le donne si le patient est bien hydraté et si là, il reste conservé. L'épuration extra-rénale, oui, le délai d'action est moins de 15 minutes et on peut donner du sérum bicarbonaté, bien sûr. Donc, lorsqu'on donne un traitement, donc on doit connaître son mode d'action et surtout son délai d'action. Parce que dans l'hypercalémie, le temps, donc l'hypercalémie, elle représente une urgence donc, majeure, donc c'est une urgence extrême. Si elle n'est pas prise en charge rapidement, on a le trouble du rythme, bien sûr, et l'arrêt cardiovasculaire. Donc là, comme moyen, on a d'abord, il faut toujours donner du gluconate de calcium si on a une hypercalémie sévère ou bien un trouble du rythme. Le délai d'action, il est de quelques minutes. S'il y a des troubles du rythme, on peut réduire le trouble du rythme avec le potassium, avec le gluconate de calcium. Et puis, on peut éliminer le potassium par voie digestive, donc par voie orale ou bien par des mini-lavements, donc par voie rectale. Mais le délai d'action, il est de 1 à 4 heures. Donc, on doit prendre en considération. Si on a un patient qui fait une tachycardie ventriculaire, on ne peut pas attendre l'action de la résine échangeuse. Et puis, on peut éliminer le potassium par voie urinaire. Combien il nous reste de temps? Donc, par voie urinaire, par l'utilisation des diurétiques de Lens et pas les épargneurs de potassium parce qu'il entraîne une hypercalémie. Le délai d'action, il est de 1 heure à 4 heures. Et puis,
on utilise donc le transfert intercellulaire par les bêta-2 stimulants ou bien le sérum bicarbonaté. Et enfin, on a aussi pour le transfert cellulaire l'insuline plus le glucose. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, pour l'action de l'insuline plus le glucose, il faut faire attention. On ne donne pas donc c'est une association qui est isoglycémique, si on peut dire ce terme-là. Elle ne fait pas baisser le glucose, à condition de bien calculer la quantité d'insuline qu'on doit associer au sérum glycosé. D'une façon générale, vous avez une unité pour 5 grammes de glucose. Une unité pour 5 grammes de glucose. Donc, si on utilise donc un sérum glucosé hypertonique donc à 30%, cela veut dire, si on dit 30%, cela veut dire que dans le flacon de 500 cc de G30, vous avez donc 30 grammes multiplié par 5. Et ça ne fera à peu près 150 grammes dans le flacon. Et on a dit qu'on donne une unité pour 5 grammes. Si on applique la règle de 3, on va trouver donc une unité pour 5 grammes et 150 pour X unités. Donc, on va diviser les 150 par 5 et on aura 30 unités. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, Oui, c'est pour clair. 30 unités, pour 30, G30, on utilise 30 unités. G15, on utilise combien? 15 unités. G10, on utilise 10 unités. D'accord? Docteur, Bon, oui, pourquoi on a dit que 30% fois 5? parce que 30%, cela veut dire on a 30 grammes dans 100 millilitres. Et dans le flacon de sérum glycosé fait 500 500 millilitres. millilitres? D'accord, oui, oui. Trouver la quantité de glucose dans un flacon de 500 cc, on multiplie par 5 et on aura 150 grammes. Et après, Ah on oui, utilise la merci. règle de 3. On a dit une unité pour 5. Donc, 150 multiplié par 1 divisé par 5, on aura 30 unités. Et la même chose pour le G15. G15, on a dit 5 unités, une unité pour 5 grammes. 15, donc il faut multiplier 15 par 5. On aura 75. 75 divisé par 5, c'est la même chose. Donc, en fin de compte, on multiplie par 5 et on divise par 5. Est-ce que c'est clair? Alors, il faut faire attention lorsqu'on utilise de l'insuline avec des bêta ou bien les bicarbonatés. Il faut faire attention si le patient a une surcharge, donc il y a un risque d'OAP. Donc, on utilise de faibles quantités. Au lieu d'utiliser les 500 cc, on utilise 200 ou bien 300, pas plus. Donc, la question suivante, quels sont les éléments permettant d'orienter le caractère chronique d'une insuffisance rénale? La réduction du débit de filtration glomérulaire évoluant depuis un mois, la présence d'une hypercalémie associée à une acidose métabolique, la présence de reins dont la taille est significativement réduite, la présence d'une anémie normochrome normocytaire, antécédent de prise de médicaments néphrotoxiques. On va voir les réponses. C et D. Donc, c'est CD. CD. On va voir la réponse. Là. CD. Donc, C et D. D'accord. L'hypercalémie, l'acidose, ce n'est pas lié au caractère chronique.
Antécédent de prise de médicaments néphrotoxiques, bon, c'est pas en faveur de la chronicité. Par contre, la taille des reins et l'anémie, il nous manque ici les troubles phosphocalciques. Donc, la transplantation rénale peut être réalisée si le cross-match est positif, le cross-match est négatif, le groupe sanguin compatible entre donneur et receveur, la sérologie virale est négative pour le donneur et le receveur, le typage HLA semi-compatible. Le 1, B, C, D. B, C, D, la E. réponse A, normal. La réponse A. C'est faux, ça. Le Positif ou négatif. cross-match ne peut être réalisé. Hein. Le cross-match Ne peut, oui. ne peut, hein, ne peut être. Donc, il faut bien lire les questions. Hein. Donc, si le cross-match est positif, il y a un risque de rejet hyperaigu. D'accord? Et pour le reste, c'est pas important. L'essentiel, le cross-match qui doit être positif. Concernant le groupage, donc, on utilise la règle donc, de la transfusion, il n'y a pas de problème. Alors, Quels sont les éléments permettant d'orienter vers le caractère? donc quels sont là où les propositions exactes concernant le retentissement rénal de l'insuffisance rénale chronique? L'hypocalcémie liée à la carence en vitamine D active. L'hypocalcémie est secondaire à l'hyperparathyroïdie. L'hyperphosphatémie est secondaire à l'hyperparathyroïdie. L'hyperphosphatémie est secondaire à la baisse de la filtration glomérulaire. L'augmentation des phosphatases alcalines est un reflet de l'atteinte hépatique. Alors, donnez-nous les propositions exactes. AD, A, A. idée. BD, A et B. A et D. A, D. D'accord, on va les voir ensemble, une par une. Donc, l'hypercalcémie, elle est liée à la carence en vitamine D. J'arrive pas à visualiser le temps restant. Est-ce que vous avez le temps restant? Non, Combien il nous reste de temps? on ne peut pas voir. Bon, on a dit un quart d'heure. D'accord. L'hypocalcémie, elle est liée à la carence en vitamine D. Vous savez bien que carence active, dans l'insuffisance rénale chronique, on a un déficit en 1-alpha-hydroxylase. Et le 1-alpha-hydroxylase, il assure donc l'activation de la vitamine D. Donc la deuxième hydroxylation qui rend active la vitamine D. Troisième, l'hyperphosphatémie secondaire à l'hyperparathyroïdie. Oui. Donc, l'hypocalcémie, elle n'est pas secondaire à l'hyperparathyroïdie, elle est secondaire à un déficit en vitamine D qui assure l'absorption digestive du phosphore et du calcium. La C, l'hyperphosphatémie secondaire à l'hyperparathyroïdie, oui, parce que la PTH, elle augmente la résorption osseuse du calcium et du phosphore. Et donc, on a une hyperphosphatémie. L'hyperphosphatémie est liée secondaire à la baisse de la filtration glomérulaire, oui, c'est un deuxième facteur. Donc, l'hyperphosphatémie, elle a une double cause. Premièrement, elle est liée donc à la résorption osseuse par la PTH. Et deuxièmement, elle est due au fait qu'il y a une baisse de la filtration glomérulaire liée à l'insuffisance rénale chronique. Maintenant, l'augmentation des phosphatases alcalines reflète l'atteinte osseuse hépatique? Non. Elle peut être liée aussi à une atteinte osseuse. Et l'idéal, c'est d'aller faire les phosphatases alcalines osseuses, qui ne sont pas toujours disponibles. La prévention des complications, pour la question suivante, la prévention des complications liées aux troubles
minéralo-osseux, TMO, de la maladie rénale chronique nécessite les mesures suivantes. 1. Un régime appauvri en phosphore, un régime hyperprotéique et hypercalorique, la supplémentation calcique per os, la correction de l'hypercalémie, la prescription de la vitamine D. J'attends la réponse. La réponse E. C'est E. CE. CE. Ok, on va. Oui, oui, c'est bien. Alors, CE. Un régime appauvri en phosphore. Parce qu'on sait bien que la PTH, elle augmente la résorption en phosphore. On a une baisse d'élimination rénale, donc on risque d'aggraver l'hyperphosphorémie. Et le phosphore avec le calcium vont entraîner, donc les deux vont entraîner des dépôts phosphocalciques et des calcifications vasculaires. Donc le régime pauvre en phosphore, il est très important dans la prévention des troubles phosphocalciques. Et puis, le régime hyperprotéique, donc il est riche en phosphore, donc les protéines sont riches en phosphore, donc c'est faux. La supplémentation en calcium per os, oui, donc on a une stimulation de la PTH parce qu'il y a une baisse de la calcémie. Donc on supplémente le patient en calcium. Et puis on donne la vitamine D pour augmenter l'absorption digestive du calcium. La suivante, la toxicité tubulaire rénale peut être secondaire à l'utilisation d'aminosides, des produits de contraste iodé ou bien la cisplatine. B, l'utilisation des fibrates, l'utilisation de la rifampicine, l'utilisation des antiviraux comme la cyclovir et l'utilisation des inhibiteurs du système rénine, angiotensine, aldostérone. À vous de jouer. B, D. B, oui. A, I, D. Très bien. Très bien. Donc, il faut toujours voir, il faut toujours bien lire. Vous voyez ici, indirect. On a dit la toxicité tubulaire rénale indirecte. Dans le tableau lorsqu'on a fait le cours, ou bien non, dans le rein et médicaments, on vous a expliqué qu'il y a des produits qui ont une toxicité directe et il y a des produits qui ont une toxicité indirecte. Si on prend par exemple les aminosides, les produits de contraste, ils ont une toxicité directe. Donc, ils sont très toxiques pour les tubules. Par contre, les fibrates, ils donnent une insuffisance rénale aiguë par le biais de la rhabdomyolyse. Parce que les fibrates entraînent une lyse des myocytes. Et les myocytes, on a vu qu'ils sont très toxiques pour les tubules. Donc, c'est une néphrotoxicité indirecte. La rifampicine peut engendrer aussi une hémolyse. Et elle peut donner une insuffisance rénale aiguë par le biais de la toxicité qui est liée à l'hémoglobine. Et les antiviraux, on a vu dans le tableau des causes d'insuffisance rénale, ils peuvent donner donc des cristaux en intratubulaire et ils entraînent une insuffisance rénale aiguë. Est-ce que c'est clair? Docteur, s'il vous plaît, pourquoi les IEC n'entraînent pas la toxicité tubulaire indirecte? Les IEC, ils ont une action fonctionnelle directe sur les vaisseaux en intrarénaux. D'accord, c'est une action directe sur la vasomotricité. Par contre, les autres, c'est une atteinte indirecte. Est-ce que c'est clair? En plus, c'est tubulaire. Oui, en plus, là, c'est tubulaire. Les inhibiteurs du système rénine entraînent une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Est-ce que c'est clair?
Donc, il faut bien lire la question avant de répondre. Parce que lorsqu'on pose des questions, les externes, les étudiants ont l'impression qu'ils ont bien répondu, mais on peut trouver donc, bon, ce n'est pas des questions pièges, mais c'est pour inciter les étudiants à bien lire leurs questions. Voilà, je reviens au fameux tableau. Donc là, on a dit la toxicité tubulaire directe, il y a les aminosides, produits de contraste, la cisplatine. Par contre, la toxicité tubulaire indirecte, vous avez ici la rhabdomyolyse, les fébrates et les statines qu'on utilise pour les dyslipidémies. Et vous avez donc l'hémolyse avec la rifampicine, les quinines, et la cristallerie. Donc ici, vous voyez les cristaux. Ça, c'est les myocytes. Ça, c'est l'hémoglobine. Et ça, c'est les cristaux d'origine médicamenteuse qu'on peut trouver au cours de certaines insuffisances rénales aiguës. Moi, ça fait pas longtemps que j'ai vu une patiente hospitalisée en réanimation. Elle avait donc, ils ont pensé à une encéphalite herpétique. Elle a été mise sous forte dose d'aciclovir et bien sûr, elle a développé une insuffisance rénale justement liée à cette cristallerie secondaire à l'utilisation de l'aciclovir. Est-ce que c'est clair? Oui, on peut merci. continuer? D'accord, on continue. Les indications de la dialyse en urgence sont l'hypercalémie supérieure à 6,5 avec un retentissement à l'ECG, l'hyperuricémie, l'élévation de la créatinine plasmatique dépassant les 350, un rapport urée sur créatinine plasmatique élevé, acidose métabolique sévère. AE. A, E. A, B, E. A, B, hyperuricémie. AE. Donc, AE, normalement. on peut traiter les malades qui ont une goutte avec la dialyse, c'est ça? Non. Non, non. AE. Non, on AE. aura une réponse. AE. Donc, c'est AE. Bravo. Donc, on va voir ça en détail. Donc, on vous a parlé des 5 voyelles en anglais. A, E, I, O, U. Donc, le A pour l'acidose. Lorsqu'elle est donc le pH, une acidose donc sévère. Le E, c'est pour les troubles hydroélectrolytiques tels que l'hypercalémie, dysnatrémie, hyper ou bien hypocalémie. Intoxication, donc le E pour intoxication, les molécules qui sont dialysables. Le O pour donc overload, la surcharge, donc hydrosodé avec oligoanurie. Et le U pour urémie. Donc A, E, I, O, U pour les indications de la dialyse en urgence. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, vous avez en gros 5 indications à la dialyse en urgence que vous pouvez mémoriser par les voyelles donc, en anglais. Donc, en anglais, parce que l'Y en français, il est comptabilisé comme voyelle. En anglais, non. Et c'est pourquoi on parle de 5 voyelles. Donc, les éléments en faveur d'une néphropathie interstitielle aiguë immunoallergique sont l'existence d'une relation directe entre la dose et les symptômes, la présence de manifestations cliniques extrarénales, l'absence d'anomalies hémato-immunologiques, la présence d'une... là, on commence à écrire sur le tableau, ça c'est pas bien. Donc, ça c'est pas bien. Hein. B, E La réponse B. B, et E. B, E. BE. Donc, la présence d'une protéinurie, on va voir tout de suite la réponse. Donc, BE, l'existence d'une relation directe entre la dose et les symptômes, non. Ça, c'est la toxicité directe. Ça, c'est immunoallergique, donc ça n'a pas de relation avec la dose. Le patient peut prendre dès la première dose un traitement, il développe une réaction immunoallergique. Donc, ça n'a pas de relation avec la dose.
Deuxièmement, la présence de manifestations cliniques, donc extra-rénales, oui. Et on a dit, devant toute insuffisance rénale, il faut faire un examen, un interrogatoire, donc policier, et il faut examiner le patient. Donc, il faut faire un examen complet. Donc, anamnèse, examen physique, parce qu'on peut trouver des réactions, des signes de réaction immunoallergique. Et enfin, donc la protéinurie, c'est une interstitielle, donc elle est faible. On ne trouve pas donc des anomalies, l'absence d'anomalies. Au contraire, il y a des anomalies immunohématologiques. On peut trouver une hyperéosinophilie. Donc, c'est pourquoi, comme toujours, il faut bien lire les questions et les réponses. Là, c'est l'absence. Et enfin, la présence d'œdème, d'infiltrats, donc cellulaires, interstitiels, faits de leucocytes, de lymphocytes, polynucléaires et éosinophiles. Donc là, vous voyez bien le cylindre leucocytaire. Le cylindre leucocytaire, donc, il faut savoir que le sédiment urinaire, il est très important dans la pratique néphrologique parce qu'on peut faire un sédiment urinaire au microscope optique et on peut voir, donc, si on trouve un cylindre urinaire, cela veut dire qu'il y a des leucocytes, donc il y a une atteinte interstitielle avec donc passage de leucocytes. Les leucocytes, ils vont passer, donc ils vont s'accrocher au niveau de la protéine de TAM-ORSFAL et donc ils vont prendre la forme d'un tubule. Ça, c'est en faveur d'une atteinte tubulo-interstitielle. Par contre, si on a une néphropathie glomérulaire avec une hématurie et si on trouve des cylindres hématiques, c'est la même chose, c'est des globules rouges qui s'accrochent au niveau de la protéine PAM-ORSFAL et qu'on peut objectiver dans le syndrome, dans le sédiment urinaire, et c'est en faveur d'une atteinte glomérulaire. En cas de nécrose tubulaire, en fait, on peut trouver un cylindre granulaire, donc c'est des cellules tubulaires qui se sont accrochées donc il nous reste 10 minutes. Donc, au niveau de la protéine de TAM-ORSFAL, ils sont sécrétés par les tubules qu'on trouve dans les urines. Donc, ça, c'est un signe très important en faveur d'une atteinte interstitielle. Une chose aussi, il faut savoir que l'atteinte interstitielle, elle est de mauvais pronostic par rapport à l'atteinte tubulaire. Est-ce que c'est clair? Parce que l'atteinte interstitielle, elle peut laisser des séquelles qui peuvent évoluer pour leur propre compte. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, il faut faire très attention. L'atteinte interstitielle, elle est de mauvais pronostic par rapport à l'atteinte tubulaire où on a une récupération pratiquement ad intégrant. Donc, il reste une seule question et après un cas clinique, mais je ne pense pas qu'on aura le temps pour le faire. Donc, un homme de 55 ans pris en charge pour une insuffisance rénale chronique stade 4. Combien le stade 4? Donc, la clairance, elle est de combien? Entre 15 et 30. 15 et 29. Donc, 29. 15 et 29. 29, 15. 29, 15. Donc, il est connu pour insuffisance maladie rénale chronique. Il présente depuis 5 ans une hypertension artérielle traitée, une hématurie microscopique et une protéinurie dont le taux est de 2 grammes par gramme de créatinine urinaire. Ça, c'est un rapport qu'on utilise la protéinurie sur la créatinine urinaire. C'est pourquoi on trouve 2 grammes par gramme. Est-ce que c'est clair? Oh, oui. Donc, c'est un rapport qu'on utilise pour éviter la collecte des urines des 24 heures. On peut le faire en consultation sur un échantillon. On prend les urines, on dose la protéinurie et on dose la créatinine et on fait le rapport. Et ça donne approximativement la quantité de protéines par 24 heures. On peut dire 2 grammes par gramme de créatinine urinaire, c'est l'équivalent de 2 grammes par litre. Est-ce que c'est clair? Donc, faites principalement d'albumine. Quels sont
ou laquelle I, ou bien quelles sont les ou les causes possibles. Professeur, Pardon? pour le rapport, c'est la protéinurie sur la créatinémie ou la créatinurie? Non, la créatinine urinaire, on prend un échantillon des urines, soit qu'on fait le rapport albumine sur créatinine urinaire, soit qu'on fait, pour connaître l'albuminurie, soit si on veut doser la protéinurie, on fait protéinurie sur créatinine urinaire. Est-ce que c'est clair? Donc, Oui. si on veut doser la protéinurie, toute la protéinurie des 24 heures, on peut prendre juste un échantillon en consultation et on dose la protéinurie totale sur la créatinine urinaire. Si on veut avoir une idée sur l'albuminurie, on dose l'albumine dans l'échantillon sur la créatinine urinaire. Là, on a dit protéinurie, donc à peu près à 2 grammes. Donc, quelles sont là ou bien les causes possibles de la maladie rénale? Une protéinurie à dépôt mésangio-DGA, une néphroangiosclérose bénigne, une glomérulonéphrite extramembraneuse, une polykystose hépato-rénale ou bien une néphropathie interstitielle chronique. La réponse C. A et C. A. C. C. A et C. C'est A. idée. D. Très bien. Il a dit D, polykystose hépatorénale. Alors, on revient à l'énoncé du cas clinique. D'abord, un sujet âgé, d'abord, il avait une insuffisance rénale stade avancé. Donc là, on est au stade 4 et vous avez dit que la clairance est entre 29 et 15, très bien. Il présente depuis 5 ans, ça c'est ancien, une hypertension traitée. Traité. Une hématurie microscopique. Donc là, c'est bien d'aller faire un sédiment urinaire, n'est-ce pas? Si on fait un sédiment urinaire, qu'est-ce qu'on va trouver pour cette hématurie? Des cylindres. Très bien. Cylindre leucocytaire. Non. Hématique. Hématique. En plus, il a une protéinurie avec un taux de 2 grammes. Donc, hypertension, hématurie microscopique, avec une protéinurie qui est faite principalement d'albumine. Néphropathie Sélective. Très bien. L'albumine, c'est une molécule donc, qui signifie que la membrane glomérulaire, elle est malade. Donc là, on est devant une maladie. Néphropathie glomérulaire. Très bien. Et les maladies glomérulaires qui sont proposées, vous avez. Prolifératif en principe. Là, oui, parce qu'il y a une protéinurie. Vous avez la néphropathie à dépôt DGA qui se manifeste souvent par une hypertension artérielle avec une protéinurie. Elle peut donner une hématurie macroscopique Récidivant. avec à caractère glomérulaire. Cela veut dire à caractère glomérulaire que le sang au niveau des urines ne coagule pas. Donc, on n'a pas Total, sans caillot. de caillot sanguin. Pourquoi? Parce que le globule rouge, il va traverser, il passe par la membrane donc glomérulaire pathologique. Il va bien sûr traverser les tubules. Et dans les tubules, on a une molécule qu'on appelle l'hérokinase. L'hérokinase, c'est un fibrinolytique. Donc, c'est une molécule qui ne laisse pas donc le sang coaguler. Donc, qu'on utilise, d'ailleurs, on a toujours utilisé pendant longtemps l'hérokinase comme fibrinolytique dans les EDM. Est-ce que c'est clair? Donc, Oui. avant les progrès thérapeutiques qu'on a actuellement en cardio, on a ce qu'on appelle l'actylyse. L'actylyse, c'est un fibrinolytique, c'est un anticoagulant puissant qui permet bien sûr de décomposer le caillot sanguin en urgence.
avant la fabrication de la lactylyse et d'autres molécules récentes, il y avait l'hérokinase qu'on extrait à partir des urines. Et là, l'explication pourquoi dans la néphropathie, dans l'hématurie d'origine glomérulaire, on n'a pas de caillots, parce que il y a l'hérokinase dans les urines, et c'est pourquoi on n'aura jamais de caillots dans l'hématurie d'origine glomérulaire. Par contre, d'origine virologique, le sang ne traverse pas les tubules, il va se retrouver dans la vessie et il se coagule. Donc ça, c'est pour la néphropathie à dépôt de GA. La néphrangiosclérose, elle est due à l'hypertension, ce n'est pas le cas. On a une hématurie, on a une protéinurie quand même importante. La GEM aussi, elle peut être donc peut-être une étiologie à ce patient. La polykystose, non. On n'a pas de protéines d'origine glomérulaire. Et la néphropathie interstitielle chronique, la même chose. On n'a pas de protéines. Donc là, c'était le dernier donc, QCM. J'avais donc un cas clinique, mais malheureusement, on n'aura pas le temps de le faire. Donc, ce que je vous conseille, c'est de bien lire vos questions. Il ne faut pas donc bien lire l'énoncé d'une façon générale, avec toutes les propositions. Il ne faut pas se précipiter donc pour répondre. Vous aurez assez de temps pour les réponses. Donc, là, Docteur, est-ce qu'on aura un examen de stage? les examens de stage, non. Vous serez créditaire. Donc on ne nous a pas encore proposé la solution, mais probablement, il vous restera comme crédit. L'essentiel, c'est de faire passer d'abord la théorie, après on verra pour l'examen de stage. D'accord? Donc, là, je vous souhaite un bon courage et bonne réussite, Inch'Allah. Et à dimanche. Merci, professeur. Merci.